Bienvenue au Balado Vision. Dans ces balados, différents sujets sont abordés afin de faciliter la transition vers le marché du travail. Développé par et pour les étudiantes et étudiants, le parcours Vision favorise l'acquisition de nombreuses compétences essentielles à la poursuite d'une carrière épanouie, et ce, peu importe le milieu. Nos noms sont Rose et Louis-Jacques et nous sommes étudiantes et étudiants au doctorat. Nous aurons le plaisir d'être vos animatrices et animateurs pour 4 balados portant sur la gestion de projet. Comme nous ne sommes pas des experts en la matière, on reçoit aujourd'hui Georges Alexandre, ou GA pour les intimes, un féru de gestion de projet qui connaît le domaine comme le fond de sa poche. GA, je te laisse te présenter. Bien, c'est gentil. Féru, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que c'est un expert, mais très, très heureux d'être avec vous autres. Moi, essentiellement, je suis enseignant au département de marketing à la Faculté des sciences d'administration. Mais ma vie professionnelle est un petit peu plus complexe que ça. Donc, je fais de l'enseignement à temps partiel, mais je suis aussi consultant en gestion des ventes et du marketing chez Celsius Halifax, ici à Québec. Puis, je suis aussi entrepreneur, travailleur autonome. Donc, j'ai ma propre entreprise, Export Plus. Donc, je fais des mandats beaucoup de vente, de marketing, de développement international. Mais mon statut, selon Revenu Québec, c'est travailleur autonome. Très heureux d'être avec vous autres. Donc, la gestion de projet, ça fait un peu partie de tous les aspects de ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Je me dirais pas être un expert, mais expérimenté, ça oui. Merci beaucoup d'être avec nous, Géa. Ça me fait grand plaisir. Merci d'être là, vous autres aussi. Puis, je vais me permettre de présenter Louis-Jacques, qui est mon collègue aujourd'hui là, pour l'animation de ce balado. Donc, en fait, Louis-Jacques est bioinformaticien et étudiant au doctorat en sciences cliniques et biomédicales. Lors de son baccalauréat et de sa maîtrise, il s'est impliqué dans différentes initiatives étudiantes telles que l'équipe iGEM de l'Université Laval et le comité étudiant du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ. Son projet de recherche à la maîtrise a porté sur le développement d'un outil pronostic pour les non-fumeurs atteints du cancer du poumon en utilisant des données génétiques extraites des tumeurs. Actuellement, son projet de doctorat vise à prévenir et prédire le risque de développement des maladies cardiométaboliques au sein de la population québécoise. Parfait. Merci, Rose. Et je te renvoie à la balle. En fait, Rose, physiothérapeute, candidate au doctorat en sciences cliniques et biomédicales et diplômée du micro-programme en évaluation économique des technologies de la santé à l'Université Laval. Elle a récemment complété le programme de formation pan-canadien en recherche sur les soins de santé primaires de l'Université de Western Ontario. Durant sa maîtrise de recherche, elle a mis sur pied, en collaboration avec le CHU de Québec, un projet pilote visant à évaluer une offre de services de physiothérapie à l'urgence. Et son projet de doctorat, présentement, vise à évaluer l'impact économique de celle-ci. On va commencer avec notre premier sujet de podcast. Puis là, en fait, ce premier podcast va plutôt tourner autour de qu'est-ce que la gestion de projet. Fait que vraiment une introduction générale à c'est quoi la gestion de projet? Donc, Géa, bonjour. C'est quoi la gestion de projet? Ben écoute, la belle question, mais la gestion de projet, moi, probablement, je suis impressionné de vos parcours. Sincèrement, moi, je fais du marketing. Je ne sauve pas le monde comme vous autres. Fait que, tu sais, je veux dire, à la base, OK, un projet, tu sais, je pourrais te donner la définition académique, là, un projet, hein, c'est une série d'étapes, là, qui, généralement, il y a un objectif qui est unique à ça, puis c'est défini dans le temps. Fait que, un projet, moi, ce que je pourrais te dire avec mes mots à moi, c'est pas mal n'importe quoi qui a un début puis une fin. C'est un projet, là. Fait que, oui, ça peut être des gros projets comme faire des doctorats puis tout ça. Ça, c'est un projet en soi. Mais se lever le matin, se faire une toast, c'est aussi un projet. C'est-à-dire que ça a un début puis une fin. Ça a un objectif qui est bien spécifique. Donc, un projet, ça peut être n'importe quoi. Puis quand on parle de gestion de projet, bien, gestion, moi, je viens donc de la faculté d'administration. Donc, on enseigne la gestion à nos étudiants. Ce que c'est la gestion, c'est la prise de décision. Donc, on apprend à nos étudiants à prendre différents types de décisions le plus rationnel possible. Donc, il y a des décisions qui sont plus de nature marketing, ça, c'est ce que j'aime. Il y a d'autres décisions qui sont plus de nature financière, opérationnelle. Donc, tout ça, ça fait partie de la gestion. Fait que là, si on met les deux ensemble, gestion de projet, c'est l'art de prendre des décisions pour quelque chose qui a un début puis une fin. Donc, ça peut être très, très complexe, mais ça peut être super simple aussi. Là, je donnais l'exemple de la toast, mais tu sais, je veux dire, organiser un événement, très souvent, c'est un projet. Moi, en marketing, on fait souvent des campagnes de promotion, des campagnes de communication, des campagnes publicitaires, des lancements de produits.
Tout ça, ce sont des projets. Ça peut être organiser quelque chose, ça peut être développer une entreprise, n'importe quoi qui a un début puis une fin, ça peut être considéré comme un projet. Fait que là, encore là, il y en a qui décident d'organiser des voyages. Ça, j'aime bien ça aussi. C'est un beau projet. Organiser un mariage est aussi un projet. Donc, n'importe quoi avec un début puis une fin. Ben, c'est intéressant parce qu'on entend souvent parler de la gestion de projet, mais en fait, on a l'impression des fois que c'est plus un type d'emploi parce qu'on a souvent le mot gestionnaire de projet Ouais. qu'une méthode de travail. Mais de ce que je comprends, en fait, ce que tu expliques, c'est que c'est peut-être plus une méthode de travail. Ben oui, c'est-à-dire, tu sais, l'appellation d'emploi qui s'appelle chargé de projet, je pense que c'est la plus commune qui existe. Là. Je veux dire, je peux t'en nommer des milliers, là, des gens qui sont chargés de projet. Parce qu'être chargé de projet, ce que c'est, finalement, ça peut être pas mal n'importe quoi. C'est-à-dire, ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire, si tu es un chargé de projet ou un gestionnaire de projet, probablement que tu gères des choses temporaires dans le temps. Donc, tu es en charge de différents éléments. Donc, oui, ça peut être une appellation d'emploi. Mais à la base, tu vois, moi, je suis pas un chargé de projet, mais je ne fais que gérer des projets dans ma vie. Fait que c'est un petit peu des deux. Une appellation d'emploi, mais aussi une méthode de travail qui peut être super compliquée ou super simple. Ça dépend. Donc, est-ce qu'il y aurait, par exemple, une différence entre les gens qui se disent gestionnaires et quelqu'un qui travaille dans une compagnie, mais que les deux personnes font essentiellement la même chose? C'est juste que, est-ce qu'il y en a un peu généraliste et, par exemple, des gestionnaires de projet est comme plus côté généraliste, alors que l'autre personne pourrait être spécifiquement pour un type de projet. Donc, c'est à peu près ça que... Ça dépend vraiment du type de projet. Tu sais, je veux dire, tu as des projets, généralement, plus il y a de monde impliqué dans un projet, plus tu vas être un petit peu plus spécialisé dans un élément de ce projet-là. Puis même dans un grand projet ou dans une entreprise, il va y avoir des fois ce qu'on appelle des gestionnaires de projet TI, donc qui sont un petit peu plus impliqués dans toute la gestion des technologies de l'information. Tu vas avoir gestion des projets financiers. Donc, eux autres, probablement que si le projet est plus gros, en termes comptables ou en termes financiers, c'est plus complexe. Donc, il y a des gens qui vont être un petit peu plus spécifiquement dédiés à certains types de projets. Mais tout peut s'imbriquer dans tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Là. Tu sais, la gestion des projets fait un peu partie de pas mal n'importe quoi qu'on fait. Là. Tu sais, je veux dire, je vous écoutais dans vos parcours, ce que vous faites, je veux dire, dans un doctorat ou ce que vous avez fait dans vos projets de maîtrise, c'est la même chose. Ça a un début, un milieu puis une fin. Puis la gestion de projet, ce que c'est essentiellement, c'est que ça nous permet idéalement de diviser le gros projet en plus petites étapes. Puis être capable de dire, bon, ben si je veux remettre ma thèse à telle date à peu près, ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là? Fait que je vais essayer de me faire des objectifs qui vont être peut-être annuels, mensuels, qui vont être hebdomadaires, puis peut-être même dans ma journée aujourd'hui, c'est quoi faut que je fasse pour être capable d'atteindre ou de livrer mon projet dans l'échéancier que j'ai prévu. Fait que tout ça fait partie de la gestion de projet. Parfait. Puis justement aussi, je pense que là, mettons qu'on imagine la gestion de projet comme un tout. Ouais. Quelqu'un qui est en charge à peu près tout ce qui est autour de la gestion de projet, mais je pense qu'il y a beaucoup justement de sous-compétences qui sont interreliées dans tout ça. Fait que, puis justement, c'est quoi les composantes en fait de la gestion de projet? Fait que, qu'est-ce que quelqu'un qui fait des projets va gérer? Ben ça, c'est le fun. Parce que, mettons que je dis c'est le fun, ça reste de la gestion de projet. Là, mais à la base, je trouve ça plaisant. On revient à la base. Okay? N'importe qui fait des études de niveau 0 en administration, là, le cours qui s'appelle MNG 1000, qui s'appelle l'entreprise et sa gestion, là, les 4 concepts de base qu'on enseigne à n'importe quel étudiant, c'est planifier, organiser, diriger et contrôler. PODC. Okay? Tu passes ça à pas mal n'importe quel étudiant en administration. C'est pas mal la leçon 0 qu'ils apprennent généralement. Bon, planifier, organiser, diriger, c'est une chose. Contrôler, là, ça, je pense que ça date un peu de 1940. Je pense qu'on est plus dans l'évaluation, là, mais je veux dire, le PODC, c'est une expression qui est consacrée. Mais tu sais, à la base, planifier, je pense que ça, c'est l'affaire qui est la plus importante. Dans la gestion de projet, il faut que tu sois capable de planifier des étapes. Il faut que tu aies une espèce de vision stratégique qui va te permettre de regarder l'objectif ultime, parce qu'un projet, généralement, il y a un objectif unique. Et là, on regarde cet objectif unique-là, puis on va essayer de planifier différents types de choses qui vont nous permettre de se rendre là. Donc, tu sais, planifier les ressources, entre autres. On va beaucoup parler de ressources en gestion de projet, des ressources financières, donc de l'argent, des ressources matérielles, donc du stock qu'il faut acheter, et surtout des ressources humaines. Gérer des êtres humains, qui est probablement l'affaire la plus complexe qui existe sur cette planète. Mais oui, fait que gérer des ressources, c'est ça qu'il faut faire en planification. Fait que tu sais, ça, si tu es capable de planifier tes choses, tu as déjà à peu près le quart du chemin de fait.
Déjà là, ça part bien. Parfait. Mais après ça, tu as les autres. Tu as organisé. Ben, ça, c'est la structure. Fait que, comment est-ce que je fais pour structurer un projet? Si j'ai beaucoup de monde d'impliqué là-dedans, il va falloir que je me fasse un organigramme. Fait que qui va se rapporter à qui? Qui va s'occuper de quoi? La description des tâches. Je vais essayer de donner donc une structure à toutes ces ressources-là. Puis après ça, je vais être capable de diriger mes ressources. Moi, j'aime mieux le mot mobiliser, là, mais donc mobiliser ces ressources-là, donc l'argent, le matériel, puis les êtres humains. Et dans l'étape de mobiliser, on va beaucoup parler, entre autres, d'aller chercher du financement. Donc, comment je fais, moi, pour aller chercher de l'argent? Il faut que j'aille une campagne de financement, une levée de fonds, quelque chose comme ça. Comment je vais faire ça? Ça fait partie des ressources qu'il faut que je mobilise. Il faut que j'achète du matériel. Ça, généralement, ça va assez bien une fois que j'ai l'argent. Puis après ça, comment je fais pour motiver les gens qui font partie de mon projet? Je vais me faire une équipe. Bon, comment je fais pour mobiliser tous ces gens-là pour essayer d'avoir le plus de motivation possible pour que ces gens-là me suivent dans ce projet-là? Donc, tout ça, ça me permet de mobiliser des ressources. Puis à la fin, je contrôle ou je préfère dire j'évalue ou j'apprécie les ressources que j'ai réussi à mobiliser. Fait que je suis capable d'évaluer les résultats en fonction de mes objectifs. C'est pour ça que l'étape clé là-dedans, c'est vraiment de planifier. Si je suis capable de planifier mon objectif, donc mon objectif, c'est de livrer tel projet à telle date ou de respecter le budget ou d'organiser un événement à telle date, si je suis capable de planifier toute la série d'étapes qui va me mener à ça, je suis en train de bien faire les bonnes choses parce que ça va m'aider après ça à évaluer si je suis en voie de livrer mon objectif ultime. Fait que PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler, même si j'aime pas le mot contrôler, je dirais qu'on est pas mal dans la base de tout ce qu'on fait à la faculté d'administration. C'est vraiment intéressant. En fait, il y a 2 points que tu as mentionnés qui m'ont vraiment parlé, puis j'aimerais t'entendre un peu plus là-dessus. C'est d'un, tu mentionnais que vous apprenez aux étudiants à prendre des décisions. Ouais. Moi, je me disais, waouh, ça s'apprend d'apprendre à prendre des décisions dans la vie, comment bien prendre des décisions. Fait que ça serait le premier point. Puis le deuxième, je me demandais un peu, tu parlais de l'évolution, de la théorie, de la gestion du projet ou des projets en général. Puis on dirait que justement, l'évolution de contrôler vers mobiliser, par exemple, ou j'étais comme curieuse d'en entendre parler un peu plus. Fait que oui. Tu me rappelleras ta deuxième question parce que je m'en souviendrai plus. C'est pas grave. La première question, ça, qui était d'ailleurs... C'était, est-ce que vous apprenez aux étudiants à prendre des décisions? Oui, comment la prise de décision rationnelle. Mais ça, tu sais, je veux dire, oui, puis ça même, si tu vas sur Google, tu tapes prise de décision rationnelle, je veux dire, c'est un processus de mémoire qui est comme en 7 étapes, là. Mais tu sais, je veux dire, à la base, si tu veux apprendre à prendre une décision, tu sais, c'est premièrement, toujours garder en tête ton objectif. Bon, c'est quoi je veux faire, c'est quoi je veux atteindre. Puis après ça, je veux prendre le temps d'évaluer mes options. Évaluer mes options en fonction de critères. De critères que je vais me définir. Donc, je sais pas, moi, si je veux que ça me coûte le moins cher possible, je veux être capable d'avoir un niveau de fiabilité ou de prédictibilité dans le temps. Je veux être capable. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est important d'aller chercher des critères qui vont me permettre d'évaluer mes options et ensuite, donc, de prendre une décision qui est rationnelle, qui est basée sur d'autres choses que juste mon intuition. L'intuition, c'est un bon départ, mais plus le projet est gros, donc plus il y a de l'argent en jeu, plus c'est peut-être une bonne idée d'avoir des critères le plus rationnels possible. Donc, c'est beaucoup ça qu'on enseigne en administration, d'être capable d'aller chercher des leviers qui sont le plus rationnels possible pour être sûr qu'on prend une décision en fonction des données rationnelles. Managing by the numbers. Fait que ça, c'est quand même important et c'est une des, je dirais, des choses qu'on essaye le plus de faire dans pas mal tous les cheminements qui existent en administration. C'est vraiment intéressant. Ça m'amène une sous-question. En fait, c'est souvent, on va être amené à prendre des décisions sur des trucs qui sont très émotionnels. Oui. Surtout quand on travaille dans le domaine de la santé, je pense qu'on a à prendre des décisions. Fait que comment est-ce qu'on peut conjuguer la vision de prendre des décisions rationnellement quand c'est un sujet ou un enjeu qui est très émotionnel à la base? Plus on va aller se définir des critères à l'avance. Dans le fond, ma décision, je la base sur quoi? Puis ça, normalement, ça fait partie de la planification du projet. On sait, puis dans le secteur de la santé, les décisions peuvent être déchirantes. Là. Puis tu sais, on parle des fois de vie ou de mort. Bon, ça reste quand même que c'est un peu ça. Puis c'est pas pour rien qu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, parce que c'est dur des fois pour des êtres humains de prendre des décisions quand le niveau émotif il est à côté. Donc, l'importance de ça, c'est d'aller sortir des critères de décision. Donc, au moment de prendre ma décision, c'est quoi les choses que je vais regarder? C'est quoi les indicateurs qui vont me permettre de dire ça, je pense que ça va bien versus ça va pas bien. Donc, plus ça, c'est prévu d'avance. On peut toujours se garder un petit peu de flexibilité, mais plus tu vas le prévoir
savoir à l'avance, plus ta décision va être dite rationnelle et moins émotive ou encore pire, intuitive. L'intuition, des fois, ça nous aide, mais des fois, ça nous nuit aussi. Ça dépend. Donc, on ne peut pas sortir des maths, en fait. Là. Donc, dans toutes les... Je pense que, justement, tu le mentionnes, tu parlais de statistiques, donc les maths vont nous suivre dans notre parcours, peu importe lequel on le prend. Puis ça, c'est une bonne implication aussi, je pense. Bien, les maths, on pourra parler de gestion financière éventuellement, si vous voulez, mais tu sais, des maths, quand on parle de maths, très souvent, c'est des maths de niveau primaire. Là, je veux dire, Louis-Jacques a 4 pommes, Rose lui enlève 2 pommes, combien reste-t-il de pommes? Non, mais tu sais, c'est un peu ça. Je veux dire, les maths, ça reste quand même, c'est pas des probabilités très avancées avec des sinus, cosinus, ces affaires-là. Je veux dire, à la base, je veux dire, en gestion de projet, nos maths peuvent très bien se limiter à, bon, j'ai des revenus, j'ai des coûts, et si je soustrais mes coûts à mes revenus, ça me donne des surplus, ou ça me donne des bénéfices ou des profits. C'est souvent pas mal ça, le niveau de maths que ça va me prendre. Puis après ça, ben oui, d'être capable d'aller chercher des chiffres, de dire qu'est-ce qui va me permettre de voir que là, je suis en train de m'améliorer. Plus je vais avoir des chiffres dans mes objectifs. Un bon objectif, normalement, il faut qu'il y ait un chiffre, il faut qu'il soit orienté dans le temps, mais il faut qu'il soit mesurable. Et ça, ben, ça prend pas des gros maths avancés pour le faire, mais en effet, d'habitude, le fait d'avoir quelques chiffres pour pouvoir se référer, ça nous permet de mesurer une progression. Puis ça, je répète souvent que c'est dur d'évaluer ou c'est dur, encore plus dur d'améliorer ce que tu mesures pas. Donc, c'est plus d'avoir le réflexe. C'est une bonne habitude d'apprendre en général, ça, d'apprendre à mesurer le résultat de nos efforts. Fait que là, aujourd'hui, mon objectif, c'était de me faire une toast. J'ai-tu réussi à me faire ma toast? Tu sais, c'est un calcul que j'ai fait de niveau pas mal élémentaire, mais il y a quand même un chiffre là-dessus. Ça va plus m'aider de savoir que je veux me faire une toast que de savoir que je veux me faire des toasts. Comprends-tu la différence entre les deux? Parfait. Puis, c'est pédagogique ce qu'on fait, c'est incroyable. Je parle à 2 doctorants en plus, oui. On parle de maths de maternelle. Oui, absolument, absolument. Tu sais, les petites machines qu'on annonce. Oui. Mais en fait, ça me fait penser, tu parles de mathématiques, Louis-Jacques, mais je me dis, est-ce que c'est tant les mathématiques que la méthode puis la façon de penser derrière qui sont pertinentes pour la gestion de projet? Tu sais, on parle de prendre des décisions rationnelles, d'être posé, de pas être dans, justement, de se dépêcher à prendre des décisions basées seulement sur nos émotions ou sur notre intuition. Fait que j'ai l'impression que peut-être que, justement, il y a certaines disciplines qui vont nous servir parce que c'est souvent des disciplines qui demandent ça comme prérequis. Je sais pas si... Oui, ben tu sais, parce que le mot mathématique, là, puis tu sais, moi, j'enseigne en marketing. Tu sais, en marketing, généralement, là, je dirais le stéréotype, c'est des gens qui sont créatifs, puis dès que tu leur dis que là, il faut qu'ils fassent des maths, ils font comme « Hey, non, je suis pas venu en marketing faire des maths, puis tout ça, ça, c'est de la finance, c'est de la comptabilité. » Il y a un bon parallèle avec tout ce qui est bio, santé, on est comme « on est allé dans votre écosystème. Ah, t'étais pas bon en maths, tu vas aller en bio. Exactement. Et voilà, mais tu sais, je veux dire, puis on s'entend, là, le niveau de maths qui est nécessaire, je veux dire, c'est quand même pas des maths de niveau universitaire. Là. Mais tu sais, oui, mais je suis d'accord aussi que le mot mathématique, il fait peur un petit peu des fois de dire, ben, j'ai voulu faire des maths, j'aurais été en finance. Mais non, tu sais, je veux dire, ça reste quand même des additions, des soustractions, puis ça reste le réflexe d'être capable d'aller chercher des indicateurs, donc des chiffres pour nous permettre de voir qu'on est en train de s'améliorer, ben ça va nous aider. Donc, c'est plus l'habitude d'essayer de mettre des chiffres le plus possible pour être capable de voir si ça va bien ou si ça va mal. C'est plus rationnel et moins émotif ou intuitif. Puis, il y a un mot-clé tout à l'heure du PADC. PODC. PODC. Oui. Le mot c'est contrôle, en fait. Justement, L'évaluation. c'est ça, tu disais que, bon, j'aime pas trop le mot contrôle parce que, en effet, je pense aussi que avec ce mot-là, c'est comme si on était à la tête d'une équipe de la gestion de projet. Alors que moi, je me dis, par exemple, est-ce que je peux faire la gestion de projet, mais faire une sous-tâche de la gestion de projet? Donc, m'occuper seulement des RH, par exemple, pas toucher au budget. Ou finalement aussi, tu es, par exemple, bon, je sais pas trop comment gérer les finances, mais c'est moi qui est en charge. Fait que c'est ça que je m'en occupe sans nécessairement toucher aux autres. Oui, c'est-à-dire plus le projet va être gros, plus généralement, les gens qui sont impliqués dans le projet vont avoir donc des parties spécifiques. Mais reste toujours qu'en général, dans un projet, il y a quand même... J'ai pas vu beaucoup de projets qui ont aucune implication financière, du moins. Ou, si c'est pas de l'argent, c'est du temps. Où est-ce que je mets mon temps? Donc, il faut être capable de dire, là, gars, je vais mettre 3 heures
pour faire cette tâche-là. Ben 3, ça reste un chiffre. Est-ce que ça nous plaise ou pas? Donc, tu sais, on a des ressources en temps puis en argent. Ça, c'est 2 affaires qui nous manquent tout le temps en gestion de projet ou même dans la vie en général. Donc, même si tu gères pas de l'argent c'est quand même pertinent de garder une espèce d'œil toujours actif sur le temps que tu passes là-dessus. Donc, oui, le contrôle ou l'évaluation des choses en général, même si tu gères pas des gens, peut-être que tu as avantage à évaluer quand même les ressources de temps que tu investis pour accomplir un genre de tâche. Tu sais, le contrôle qui nous ramène à ta deuxième question. Tantôt. Dis-moi que j'étais à l'université, moi aussi, hein? Je te rappelle des affaires. Mais tu sais, l'évolution des termes, parce que il y a beaucoup, oui, tu sais, l'administration repose beaucoup sur, je dirais, des principes fondamentaux qui nous viennent des années 40, des années 50, des années 60. Donc, entre autres, le contrôle, à une certaine époque, oui, c'était ça qu'on enseignait aux gens, de dire, faut que tu contrôles tes employés, parce que, mais ça, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre dans ce temps-là. On était pas mal moins feel-good qu'on est aujourd'hui. Donc, oui, avec le temps, les termes n'ont pas beaucoup évolué. C'est pour ça que des fois, en tant qu'enseignant un peu rebelle, je me permets de refaire moi-même mes propres acronymes parce qu'à la base, je n'aime pas beaucoup les acronymes, mais tant qu'à ça, c'est pour ça que moi, personnellement, dans ma pratique, quand je fais de l'accompagnement en entreprise ou même avec les étudiants, à place d'utiliser le PODC, moi, j'utilise le POMA. Planifier, organiser, mobiliser et apprécier. Je trouve que ça fait un peu plus 2024-2025 que 1940-1950. Cool. Puis moi, j'ai une question pour toi, Rose. Est-ce que si on te met dans la gestion de projet, donc tu rentres dans une équipe de gestion de projet, est-ce que tu serais à l'aise de gérer les finances? Donc. Et c'est une bonne question, puis c'est une question qui est tellement pertinente, en fait, parce que souvent, quand on s'en va dans une carrière académique, on assume qu'on va être bon pour gérer des finances, alors que, tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de gérer un budget, de gérer des... Parce que là, du jour au lendemain, tu te ramasses à gérer le salaire d'employé, gérer des compensations pour des patients partenaires, par exemple. Comment est-ce que ça va être accepté? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'on devrait donner? Les avantages sociaux, les contrats, demander des subventions, c'est... Fait que pour répondre à ta question, est-ce que demain matin, tu me mettais dans ce rôle-là? Ben, j'espère que je serais capable de le faire le moindrement parce que j'aspire à cette carrière-là. Mais est-ce que je suis autant outillée que j'aimerais l'être? Non. Pour être franche, je pense pas. Je pense que ça devrait être inclus dans nos parcours. Souvent, on va mettre beaucoup d'emphase sur est-ce qu'on est capable de bien appliquer des devis? Est-ce qu'on est capable de, justement, être efficace? Même le réseautage, ça commence à rentrer dans nos formations, mais c'est vraiment peu. Souvent, ça va être plus, on va être formé très... académiquement sur différentes notions. Comment bien communiquer aussi. Comment bien communiquer, exactement. Même le CV, ça commence à rentrer de plus en plus, je pense, dans ce qu'on fait. Mais pour ce qui est des soft skills, un peu plus de, gérer un budget, gérer un employé, s'il y a un différent, comment est-ce qu'on adresse ça? Ben ça, c'est pas des choses, je pense, qu'on adresse dans notre formation. Si ça peut vous rassurer, là, okay? Moi, dans ma vision, puis dans mes cours même, je vais souvent répéter que l'administration en général, c'est ce qui inclut, entre autres, la gestion de projet. Je travaille beaucoup avec le ratio du 20-80. Hein? Je veux dire, c'est 80% du gros bon sens. De la logique, de dire, 4 pommes moins 2 pommes égale 2 pommes. Je veux dire, c'est de la gestion financière de base, mais tu n'as pas besoin nécessairement d'un cours universitaire pour savoir ça. Donc, 80% gros bon sens, jugement critique, puis peut-être un 20% d'habilité ou de compétence qu'on peut développer en auto-apprentissage ou avec un programme de formation. Mais il faut quand même garder en tête que dans tout ce qu'on fait en gestion en général, il n'y a pas grand-chose qui va remplacer le gros bon sens, le jugement critique, puis l'initiative personnelle qu'on va avoir. Donc, pour nos éditeurs aussi qui sont très ambitieux, est-ce que le ratio 80-20, tu pourrais construire une grande entreprise avec ça? Tu peux construire une vie avec le 20-80. Okay? Sincèrement, ça, c'est la loi de Pareto. Va sur Google si tu connais pas ça. Mais tu sais, 20% des intrants génèrent 80% des extrants. Ça marche partout. Okay? Ma vie vire autour de ça personnellement. Donc, c'est quoi le 20% des choses qu'il faut que je fasse pour générer 80% du résultat? Le reste, moi, m'en sac. Ça, c'est une décision personnelle. Je travaille tout le temps avec ça. Mais c'est quoi? Puis quand on est en gestion, quand on fait de la gestion de projet, c'est la même chose. C'est que ce 20%-là, ce 20% des actions que je fais qui vont me générer 80% de mes revenus ou de mes résultats, c'est important d'être capable de mettre le doigt dessus. C'est ce qui nous permet de faire les bonnes choses au bon moment, auprès des bonnes personnes, puis de la bonne manière. Ça, c'est la performance. Donc, le 20-80, là,
quelqu'un qui se rentre ça dans la tête, là, il y a déjà 80% du travail de fait. C'est fou, hein, parce que tu parles justement de la bonne personne au bon endroit, mais c'est drôle parce qu'on vient pas du tout de la même faculté. J'ai jamais assisté à un de tes cours, même si je suis sûre que j'aurais adoré. Mais en santé, on parle souvent du bon patient au bon endroit, du bon professionnel au bon endroit au bon moment pour le bon patient. C'est fou, hein, tu sais, que ces notions-là soient reprises. Puis en fait, ça me fait réfléchir à souvent les gens qui vont en gestion de projet. C'est des gens qui, ont peut-être un peu d'ambition ou des gens qui veulent changer les choses, changer le statu quo. Fait qu'en fait, quel est le rôle de la gestion dans la gestion du changement? Puis est-ce qu'on peut être est-ce que le fait d'être gestionnaire peut nous amener à être un acteur de changement, en fait? Je pense même que c'est la base. Hein. La majorité des gens, puis ça, je dirais même, là, je vais faire des stéréotypes, mais plus on parle à des gens qui sont jeunes, plus ils veulent changer le monde. Puis le monde se demande comment est-ce que je fais pour changer le monde? Bien, la gestion de projet nous sert à ça. On veut améliorer quelque chose. Moi, même quand je fais des lancements de produits, ça peut être perçu comme étant très, très mercantile. Je veux lancer ce nouveau produit-là. Donc oui, je veux faire de l'argent avec. Mais au-delà de tout ça, un produit ne fonctionnera jamais s'il ne répond pas à un besoin réel. Mm-hmm. Donc, ce qu'on fait, nous, en marketing, c'est qu'on est là pour solutionner des problèmes. Donc, rendre la vie des gens plus facile. C'est ça, et c'est ce qui va faire la différence entre un bon marketeur et un mauvais marketeur, entre un bon vendeur et un mauvais vendeur. Je connais pas beaucoup votre monde en général, même si mon père et ma mère étaient en médecine, mais à la base, je pense que vous êtes beaucoup dans l'amélioration de la condition de santé des gens, puis tout ça. Bien, c'est parfait, mais à la base, peu importe le domaine duquel on vient, oui, on aspire à améliorer les choses. Donc, on finit que il faut quand même aspirer à faire du changement. Donc oui, c'est la base et c'est pour ça aussi que j'aime bien dire que la vente ou le marketing en général est littéralement partout. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, il va falloir que tu sois capable de mettre des choses en valeur. Bon, nous, c'est ça qu'on fait en marketing, surtout avec une orientation produit ou service. Mais ça s'applique pas juste à la faculté d'administration. Mm-hmm. Ça s'applique pas mal dans toutes les facultés ou tous les domaines qui peuvent exister, là. Puis je pense aussi que ça fait un bon parallèle avec juste le début du doctorat parce que le doctorat, on est amené en fait à trouver quelque chose, par exemple, on prend un domaine bien connu ou quelque chose qui est bien connu, puis on va chercher un petit peu plus loin pour améliorer quelque chose dans cette sphère-là. Donc, juste que ce soit minime, mais juste apporter une petite chose de nouvelle pour, dans notre cas, ça serait plus, c'est souvent améliorer les conditions des patients. Mais c'est exactement le même principe aussi. Puis je pense qu'on ne s'en rend pas compte au doctorat parce que nous, on fait, on n'est jamais sorti tant du cadre académique que ça. Donc, on fait juste se dire, c'est la suite de nos études, puis c'est comme ça, c'est dans circonstance, mais sans s'en rendre compte vraiment, on fait basically la gestion. Tout à fait. Nous autres, en administration, c'est que très souvent, on va ajouter, puis on a même des cours qui parlent beaucoup d'éthique personnelle, corporative, etc. Parce qu'à la base, on est toujours là, oui, pour solutionner des problèmes, pour répondre à des besoins. Le mot « solutionner » est important. Il y a des gens pour qui, ça a beaucoup de valeur, puis ça les fait sentir bien d'acheter des espadrilles brandées qui vont être plus chères. Donc, oui, en effet, il y a un besoin, puis tant mieux si ça te fait sentir bien. Donc, je vais améliorer tes conditions de vie jusqu'à un certain point en te vendant ces souliers-là qui sont peut-être un petit peu plus chers parce qu'ils répondent à un besoin. Mais c'est quand même important de toujours, puis on forme beaucoup nos étudiants en fonction. Oui, il y a ça, mais il y a aussi l'éthique. Il y a aussi toute la responsabilité sociale en général. Tout le développement durable aussi, c'est important d'être très sensible à ça. Et ça, c'est pas juste vrai en administration. C'est vrai dans pas mal tous les domaines. En effet. C'est vraiment intéressant, en fait, le point que tu apportes. Puis je me souviens que quand j'ai commencé mon doctorat, parce que Louis-Jacques et moi, on n'est pas tout à fait au même point. Louis-Jacques commence, moi, je suis plus sur la fin que le début. Quand j'ai commencé, je me souviens que c'était difficile pour moi. J'avais l'impression que ce que je faisais avait pas beaucoup... que je ferais pas une grosse différence, que c'était très micro, que j'étais un petit peu dans ma petite boîte, dans mon cubicule, en train de travailler sur mes différentes choses. Puis on n'a pas l'impression qu'on gère justement de gros enjeux ou de gros... Puis en fait, ce qui m'a aidé à sortir un peu de ce paradigme-là, c'est quand j'ai commencé à aller donner des conférences dans des associations de patients, par exemple, ou dans des trucs qui étaient un petit peu en dehors du monde académique, parce que c'est tellement facile quand tu es rendu à ton 15e article scientifique à lire de dire « Bon, mon Dieu, je m'en sortirai jamais. » Mais
quand tu sors un petit peu puis que tu vas présenter le projet, en fait, tu vas vendre le projet à des gens, parce que c'est un peu ça, en fait, tu veux du buy-in parce que tu aimerais idéalement que ton projet d'études fonctionne, soit accepté par la population, peut-être même repris par un palier gouvernemental quelconque, tu sais. Fait que quand tu commences à le présenter puis que tu vois les gens qui se disent « Ah, mais mon Dieu, ça fait du sens, c'est un bon produit, vas-y, continue, ça m'intéresse. » Tu fais « OK, mais finalement, ça a quand même un impact, ce que je fais. » Mais je pense que ça prend ça, de sortir le nez un peu de l'académie des fois, puis d'aller voir à l'extérieur un peu ce que les gens pensent de ce qu'on fait. Puis souvent, on se rend compte que c'est super positif. Puis d'être capable de relier ça, puis de se poser la question aussi, hein, moi, là, je fais ça pourquoi? Il y a une raison pourquoi tu t'inscris à un programme de doctorat. Là. C'est quoi mon why à moi? Pourquoi je fais ça? Puis des fois, c'est ça qui va nous aider aussi. Puis c'est la même chose quand tu travailles pour une entreprise ou pour un organisme sans but lucratif ou tout ça, tu te lèves le matin parce que tu veux faire quelque chose, tu veux faire une différence. Donc, c'est pourquoi tu fais ça? Ben, c'est un peu ça qui nous aide, peu importe notre domaine. C'est vrai que j'aime bien aussi la façon que tu as amené le projet. Quand on va communiquer, c'est pour vendre notre produit, puis dans ce cas-là, notre projet. Mais souvent, par exemple, quand on va à des congrès scientifiques, par exemple, on présente le dernier projet qu'on a fait. Mais souvent, après ça, ce qui arrive, c'est qu'on repart de ce projet-là, on repart des choses qu'on détectait qui manquaient peut-être à un projet, puis on en fait un nouveau à partir de ça. Donc, c'est comme juste littéralement du développement de produits. Donc, il y avait ce besoin-là, je l'ai rempli. Maintenant, c'est quoi le prochain besoin? Et là, tu en refais un nouveau jusqu'à temps que tu aies fini ton doc. Absolument. Ou que tu sois devenu chercheur ou autre, puis que finalement, ça... Ouais. Mais puis c'est tout à fait, c'est tellement important ce que tu dis, puis je pense aussi que, je suis contente qu'on l'aborde dans un prochain balado, c'est aussi, quand tu vas en congrès, tu fais du marketing de ton projet, mais tu fais aussi du marketing de soi, énormément. De mettre en valeur toi-même. Absolument. Puis des fois, on dirait que le buy-in, je m'excuse de l'anglicisme, mais l'appropriation de ton projet passe beaucoup par à quel point est-ce que tu vas être capable de faire un bon marketing de soi efficace. Parce que souvent, tu sais, en santé, on se fait dire, même s'il y a certaines interventions que vous faites qui sont pas efficaces, souvent, ce qui va faire que votre patient va s'améliorer, c'est la relation que vous avez avec lui. Il y a 80% de l'amélioration d'un patient qui est causée par moi en tant que personne, la relation qu'on a, lui ou elle et moi. Puis, mais 20%, on parlait justement... On est de retour à la loi de Pareto, et voilà! Puis il y a 20% seulement liés au traitement. C'est fou là, de penser qu'il y a 80% de l'amélioration ou 80% du buy-in d'un projet qui peut être juste par la relation interpersonnelle que tu as avec quelqu'un. Tout à fait. Principe de marketing dans toutes les sphères. C'est une loi universelle, la loi de Pareto. Je ne sais pas si c'est mesuré scientifiquement, mais ça fait du bien de savoir en crime. Super. Donc, dans ce balado, on a appris que la gestion de projet, c'est plus un ensemble de compétences qu'un emploi à proprement parler. Donc, puis en fait, que c'est aussi présent dans une grande partie des emplois que l'on fait. Donc, est-ce qu'en fait, ça se posait, est-ce que les universités et les autres lieux de formation, en fait, ne devraient pas ajouter de notions de gestion de projet dans chacun des programmes qu'ils offrent, soit pour mieux préparer notre entrée sur le marché du travail ou juste pour prendre des meilleures habitudes? Puis, donc, on vous remercie en fait d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. On espère que ce balado vision vous a plu. Pour ceux et celles qui veulent poursuivre la discussion, en fait, nous invitons à écouter nos autres balados vision sur la gestion de projet intitulés « Le développement des compétences en gestion de projet, le marketing de soi et la gestion de projet sur le marché du travail ». À bientôt.